Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, on va dire, dans l'univers numérique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, je dirais, qui donne froid dans le dos, la cybermenace. Oui. Et plus précisément, le spectre d'une cyberpandémie. Vous imaginez les aéroports à l'arrêt, les hôpitaux paralysés, les marchés financiers en chute libre. Tout ça à cause d'une simple mise à jour logicielle qui a dérapé. D'accord. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé avec le capteur Falcon de CrowdStrike. Ah oui, l'incident CrowdStrike, ça, c'était un véritable signal d'alarme. Tout à fait. Cette erreur de code a provoqué une réaction en chaîne qui a paralysé des systèmes essentiels partout dans le monde. On a vraiment frôlé la catastrophe. Exactement. Et c'est là que la question se pose. Était-ce un simple incident isolé ou un avant-goût de ce qui nous attend? Oui. Les cyberpandémies qui pourraient frapper à tout moment. Pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur des sources, je dirais, assez percutantes. Des vidéos des chaînes YouTube pendant que tu regardes ailleurs, et puis Money Radar. Et puis un document fascinant de Shield Tech Innovators Inc., une entreprise vraiment en pointe sur les questions de cybersécurité. Excellente sélection. Ces sources offrent vraiment un panorama complet de la cybermenace. Tout à fait. Des types d'attaques aux solutions possibles en passant par les enjeux géopolitiques. Alors commençons par le commencement. Oui. La vidéo, pendant que tu regardes ailleurs, nous explique clairement les différentes formes que peuvent prendre ces cyberattaques. Virus, fraude, vol de données, rançongiciel, on a vraiment l'embarras du choix, malheureusement. Et ce qui est frappant, ce sont les statistiques. Entre 2018 et 2019, 67% des entreprises ont été victimes d'au moins une attaque. Ah ouais. En France, le coût moyen d'une cyberattaque a explosé, passant de 98 000 euros à 44 millions d'euros. C'est colossal, là. Imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur une entreprise, surtout une PME. Et on a tendance à l'oublier. Mais le facteur humain est souvent le maillon faible. On parle de données sensibles mal sécurisées, d'erreurs de manipulation, autant de portes ouvertes aux cybercriminels. Tout à fait. La sensibilisation des utilisateurs est primordiale. Mais au-delà de ces cyberattaques, disons, classiques, il y a une menace encore plus inquiétante, la cyberguerre. Et c'est là que l'expertise de Shield Tech prend tout son sens. Ah oui, la cyberguerre, là on passe à un tout autre niveau. Oui. Dans leur document, Shield Tech décrit ce concept qui va bien au-delà de la cybercriminalité ordinaire. On parle d'attaques menées par des États ou des organisations pour perturber des infrastructures critiques, déstabiliser des gouvernements. Shield Tech pose une question importante, et si la prochaine guerre se jouait sur le terrain numérique? Exactement. L'objectif de la cyberguerre, c'est de paralyser un pays adverse par des moyens numériques. On peut imaginer des attaques ciblées sur les réseaux électriques, la diffusion de fausses informations pour manipuler l'opinion publique, le vol de secrets d'État. C'est effrayant quand on y pense. On a vu avec CrowdStrike qu'une simple erreur de code pouvait avoir des conséquences désastreuses. Alors imaginez si c'était une attaque délibérée, orchestrée par une puissance étrangère. Les enjeux sont énormes et c'est là que la cybervigilance, un concept défendu par Shield Tech, devient essentiel. Un peu comme les mesures de santé publique pour prévenir les pandémies. Il faut anticiper les menaces, surveiller en permanence et être prêt à réagir rapidement. D'autant plus que les attaques sont de plus en plus sophistiquées, n'est-ce pas? Oui. Elles peuvent rester dormantes pendant des mois avant de se déclencher. Et avec l'explosion des objets connectés, du cloud, la surface d'attaque ne cesse de s'agrandir. Absolument. On est passé d'un monde où on connectait quelques ordinateurs à Internet à un monde où notre frigo, notre voiture, nos montres sont connectées en permanence. Chaque nouvel appareil connecté, c'est une nouvelle porte d'entrée potentielle pour les cybercriminels. D'accord. Donc pour Shield Tech, il faut une approche globale qui implique les gouvernements, les entreprises et même les citoyens. C'est bien ça. Tout à fait. C'est ce que Shield Tech essaye de promouvoir à travers ses campagnes de sensibilisation, ses outils de surveillance en temps réel et ses partenariats stratégiques. Il part du principe que la cybersécurité est l'affaire de tous. Et si on revenait à cette image de la cyberpandémie évoquée par Money Radar, l'idée d'un virus qui se propage à travers les systèmes interconnectés est assez terrifiante. Oui, on peut comparer les cyberattaques à des virus, des bactéries, des logiciels malveillants qui s'attaquent au corps de l'infrastructure numérique d'un pays. Et comme pour une pandémie, plus on réagit vite, plus on a de chances de limiter les dégâts. Le problème, c'est que ces virus numériques peuvent rester invisibles pendant très longtemps. Difficile de se soigner quand on ne sait même pas qu'on est malade.
C'est vrai, Money Radar met d'ailleurs en lumière des exemples concrets de cyberattaques en France qui montrent à quel point la vulnérabilité est réelle. Il y a eu ce vol massif de données chez Pôle emploi, avec les informations de 43 millions de personnes exposées. Imaginez un peu le stress pour les victimes. Un cas emblématique d'ingénierie sociale où les hackers exploitent la faille humaine pour s'infiltrer dans les systèmes. Les pirates ne se contentent plus de forcer les portes numériques. Ils manipulent les gens pour qu'ils les leur ouvrent grandes ouvertes. Et il ne faut pas oublier les attaques par déni de service. Les fameuses attaques DDoS qui ont paralysé des sites gouvernementaux français pendant des heures. Exactement. On a vu des ministères, des services publics complètement inaccessibles pendant des heures, voire des jours. Ces attaques peuvent sembler moins graves que le vol de données, mais elles peuvent avoir un impact énorme sur le fonctionnement d'un pays. On se rend compte que personne n'est à l'abri, des institutions aux citoyens lambda. Et les conséquences ne se limitent pas au vol de données ou à la paralysie des services en ligne. Il y a aussi l'impact financier qui peut être dévastateur. Money Radar cite une étude qui estime que le coût global de la cybercriminalité atteindra 23 840 milliards de dollars d'ici 2027. C'est astronomique, ouais. C'est tout simplement astronomique. Et le secteur financier est particulièrement exposé. Oui, et on comprend pourquoi des institutions comme la Banque Centrale Européenne, le Conseil de stabilité financière tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent une cyberattaque de grande ampleur qui pourrait déstabiliser tout le système financier mondial. On parle quand même de la possibilité d'un crash boursier mondial provoqué par des pirates informatiques. Absolument. Et il y a aussi le FSISAC, le Financial Services Information Sharing and Analysis Center, qui regroupe les plus grandes banques et institutions financières du monde. Anticiper et se préparer à ces cyberattaques d'envergure. D'où l'importance de ces simulations de cyberattaques de grande échelle comme le Cyberpolygone, organisées chaque année par le Forum économique mondial. Ils testent différents scénarios, catastrophes, attaques du système financier, perturbation de la chaîne d'approvisionnement. L'idée, c'est de tester la cyber-résilience des systèmes, d'identifier les faiblesses et de développer des réponses coordonnées. Un peu comme des manœuvres militaires, mais dans le cyberespace. C'est fascinant, mais aussi un peu inquiétant. Money Radar évoque un aspect vraiment troublant, la possible implication d'États dans des cyberattaques. Des gouvernements qui se cachent derrière des groupes de pirates pour mener des attaques, tout en gardant une certaine plausibilité, plausible, comme ils disent. Oui, c'est un peu le même principe que le groupe Wagner dans le domaine des conflits armés. On peut citer l'exemple du piratage de SolarWinds en 2020, qui a touché des agences gouvernementales américaines. Difficile de savoir avec certitude qui tire les ficelles dans ce genre d'affaires. C'est un véritable jeu d'ombre. Alors face à cette menace grandissante, quelles sont les solutions? Money Radar met en avant les propositions du Forum économique mondial et de ses partenaires. Ils insistent sur la coopération entre les gouvernements, les agences de renseignement et les entreprises privées. Mutualiser les ressources, partager les informations, en gros, faire front comme main fesse à la cybermenace. On parle notamment du WEFPAC, le partenariat contre la cybercriminalité, mais Money Radar soulève aussi un point important, les risques liés à cette coopération accrue. Oui, la question de la protection de la vie privée se pose avec acuité. Le WEF propose notamment de lier les pièces d'identité à l'accès à Internet. L'objectif affiché est de mieux tracer les cybercriminels, mais ça ouvre évidemment la porte à une surveillance accrue des citoyens. On se retrouve face à un dilemme, comment lutter efficacement contre la cybercriminalité sans sacrifier nos libertés. C'est un débat complexe qui soulève des questions éthiques importantes. On arrive à un point crucial de notre plongée dans l'univers de la cybermenace. Oui. Comment trouver un équilibre entre sécurité et liberté individuelle? C'est la question à se poser. Faut-il accepter davantage de surveillance pour se protéger des cyberattaques? Ou est-ce qu'on risque de créer un monde où chaque clic, chaque achat, chaque conversation est enregistré et analysé? C'est un débat qui ne fait que commencer. Et ce débat est d'autant plus crucial, vous savez qu'on ne parle pas seulement de cybercriminalité, mais aussi de cyberguerre. Oui. Imaginez un instant des infrastructures critiques paralysées, des services publics mis à genoux, des entreprises à l'arrêt, tout ça à cause d'une attaque numérique orchestrée par une puissance étrangère. C'est un scénario catastrophe, mais qui n'est pas si éloigné de la réalité. On a l'impression d'être dans un film d'espionnage. Oui. Mais c'est bien la réalité qui nous retape. Tout à fait. Et face à cette menace de cyberguerre, comment les entreprises comme ShieldTech se positionnent-elles? ShieldTech adopte une approche à la fois technologique et humaine.
D'un côté, ils développent des solutions de sécurité de pointe pour protéger les systèmes informatiques. Oui. De l'autre, ils misent beaucoup sur la formation et la sensibilisation des utilisateurs. Parce que le maillon faible, c'est souvent l'humain. C'est vrai. On peut avoir les meilleurs antivirus du monde. Si on clique sur un lien malveillant dans un email, Oui. c'est la catastrophe. Mais concrètement, comment Shieldtech s'y prend d'elle pour sensibiliser les gens? Ils organisent des conférences, des webinaires, ils publient des articles de blog. Ils utilisent tous les canaux de communication possibles pour expliquer les risques et donner des conseils pratiques. Ils ont même développé un jeu vidéo pour apprendre aux enfants les bases de la cybersécurité. Ah oui, j'en ai entendu parler de ce jeu, c'est une bonne idée. Il faut sensibiliser les plus jeunes dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait. Mais revenons aux entreprises. Est-ce que Shieldtech travaille uniquement avec des grandes entreprises ou est-ce qu'elle propose aussi des solutions pour les PME? Ils ont des offres adaptées à toutes les tailles d'entreprise. D'accord. Et start-up aux grands groupes? Parce que la cybermenace ne fait pas de distinction entre les petites et les grandes structures. N'importe qui peut être victime d'une cyberattaque. Et justement, MoneyRadar mentionne une statistique assez alarmante. Plus de 60% des PME qui sont victimes d'une cyberattaque mettent la clé sous la porte dans les 6 mois qui suivent. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas prendre la cybermenace à la légère. Ouais. Il faut mettre en place des mesures de sécurité adaptées, former ses employés. Et surtout ne pas hésiter à faire appel à des experts comme Shieldtech si besoin. On parle beaucoup des risques et des menaces, mais est-ce qu'il y a aussi des opportunités dans le domaine de la cybersécurité? Bien sûr, c'est un secteur en pleine expansion avec de nombreux emplois à la clé. Ah oui. Il y a une forte demande pour des experts en cybersécurité, des analystes, des consultants. Si vous êtes passionné par l'informatique et que vous avez envie de contribuer à un monde numérique plus sûr, c'est un domaine à explorer. C'est une bonne nouvelle au moins. Et parlons un peu des technologies de cybersécurité. Oui. Est-ce qu'il y a des innovations qui vous ont particulièrement marqué ces derniers temps? Il y a beaucoup de recherche et de développement dans ce domaine. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour détecter les menaces de manière plus rapide et plus efficace que les systèmes traditionnels. C'est fascinant. On utilise donc l'intelligence artificielle pour nous protéger des cyberattaques potentielles. Oui. C'est un peu l'ironie du sort, non? Oui, c'est un peu paradoxal. Ouais, Mais l'IA peut être une arme à double tranchant. c'est vrai. Elle peut être utilisée à la fois par les gentils et par les méchants. C'est pour ça qu'il est important de développer une IA éthique, Oui, qui soit au service de l'humanité et non l'inverse. tout à fait. Et en parlant d'éthique, il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, la question de la régulation. Est-ce que les gouvernements ont un rôle à jouer dans la lutte contre la cybercriminalité? Absolument, les gouvernements ont un rôle crucial à jouer, à la fois pour mettre en place un cadre légal adapté et pour encourager la coopération internationale. Parce que la cybercriminalité ne connaît pas de frontières. MoneyRadar évoque d'ailleurs le traité de Budapest sur la cybercriminalité qui vise à harmoniser les législations des différents pays et à faciliter les enquêtes internationales. Oui, c'est un traité important, mais il date déjà de 2001. Ah oui. Il a besoin d'être mis à jour pour tenir compte des nouvelles réalités de la cybercriminalité. On parle notamment de l'utilisation des crypto-monnaies, du dark web, de l'intelligence artificielle. Donc on a d'un côté les entreprises de cybersécurité comme Shieldtech qui développent des solutions techniques. Oui. De l'autre, les gouvernements qui tentent de mettre en place un cadre légal adapté. Et au milieu de tout ça, il y a nous, les utilisateurs. Oui. Quel est notre rôle dans cette lutte contre la cybermenace FI? Notre rôle est essentiel. Ah oui. On doit tous prendre conscience des risques et adopter des comportements responsables en ligne. Changer ses mots de passe régulièrement, faire attention aux liens sur lesquels on clique, ne pas télécharger n'importe quel fichier. Ce sont des gestes simples qui peuvent faire une grande différence. C'est vrai, on a tous un rôle à jouer pour protéger nos données et contribuer à un cyberespace plus sûr. Et en parlant de protection, MoneyRadar mentionne l'utilisation des VPN, les réseaux privés virtuels. Oui. Est-ce que c'est vraiment efficace pour se protéger des cyberattaques? Un VPN peut être un outil utile, oui. Il permet de crypter vos données et de masquer votre adresse IP. Ce qui rend plus difficile le travail des cybercriminels. Mais ce n'est pas une solution miracle. D'accord. Il faut l'utiliser en complément d'autres mesures de sécurité. D'accord, donc pas de solution miracle. Mais alors, comment faire pour se protéger efficacement dans ce monde numérique de plus en plus complexe? La première chose à faire, c'est de s'informer. Oui. Comprendre les risques, savoir comment les cybercriminels opèrent
et s'adapter en conséquence. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des sites web, des blogs, des chaînes YouTube. Ouais. Monradar et Pendant que tu regardes ailleurs sont de bons exemples. Oui, et n'oublions pas les documents publiés par Shieldtech qui sont très instructifs et faciles à comprendre. Tout à fait. Ils montrent vraiment qu'ils ont une approche globale de la cybersécurité, Oui, en prenant en compte les aspects techniques, humains et légaux. exactement. Et une fois qu'on a compris les enjeux, il faut mettre en place des mesures de sécurité adaptées. Un bon antivirus, un pare-feu configuré correctement, des mots de passe robustes, Ouais. ce sont des bases indispensables. Et ne pas oublier de faire des sauvegardes régulières de ces données. Oui, tout à fait. On n'y pense pas toujours, mais c'est essentiel en cas de cyberattaque. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Tout à fait. Et en cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un expert en cybersécurité. Il pourra vous aider à faire un diagnostic de vos systèmes et à mettre en place les mesures de sécurité les plus adaptées à votre situation. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Oui. De la cybercriminalité à la cyberguerre, en passant par les solutions techniques et les enjeux éthiques. C'est un sujet vaste et complexe, mais passionnant. Oui, et on n'a même pas abordé tous les aspects. C'est vrai. Il y aura encore beaucoup à dire sur l'impact de la cybersécurité sur notre vie privée, sur la géopolitique. Et c'est un sujet qui nous concerne tous et qui va continuer à évoluer dans les années à venir. C'est certain. Alors, avant de conclure cette plongée dans l'univers de la cybermenace, quel message aimeriez-vous faire passer à nos auditeurs? Soyez vigilants, informez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Un conseil précieux. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous recommande vivement de consulter les sources qu'on a utilisées pour ce deep dive. Oui. Les vidéos de Pendant que tu regardes ailleurs et Monradar, et puis le document de Shieldtech Innovators Inc. Des ressources vraiment intéressantes et accessibles à tous, même si on n'est pas un expert en informatique. Exactement. Et pour terminer cette plongée dans l'univers de la cybermenace, j'aimerais qu'on revienne sur un point qui m'a particulièrement marqué, l'analogie avec une pandémie. Est-ce que cette comparaison avec un virus qui se propage à travers les systèmes connectés est vraiment pertinente? Je pense que oui. Comme un virus, une cyberattaque peut se propager très rapidement et toucher un grand nombre de personnes. On l'a vu avec des attaques comme WannaCry ou NotPetya qui ont paralysé des entreprises et des organisations dans le monde entier. Et comme pour une pandémie, il est important de mettre en place des mesures de prévention pour limiter la propagation du virus. Tout à fait. C'est là que la cybervigilance entre en jeu. Il faut être attentif aux signaux d'alerte, mettre à jour ses logiciels régulièrement et surtout ne pas hésiter à signaler tout comportement suspect. C'est un peu comme se laver les mains régulièrement pour éviter de propager les microbes, mais dans le monde numérique. Exactement. Des gestes simples peuvent faire une grande différence. Et comme pour une pandémie, la coopération internationale est essentielle pour lutter efficacement contre la cybermenace. On l'a vu avec le traité de Budapest, mais il y a encore beaucoup à faire. On a besoin d'une réponse globale et coordonnée pour faire face à ce défi. Tout à fait. La cybermenace est un problème transnational qui ne peut être résolu que par une collaboration entre les États, les entreprises et les citoyens. En parlant de citoyens, j'aimerais qu'on aborde un dernier point, l'impact de la cybermenace sur notre vie privée. Est-ce que la sécurité et la liberté sont vraiment incompatibles? C'est la grande question de notre époque. Il est clair que la lutte contre la cybercriminalité nécessite une certaine forme de surveillance, mais il est important de trouver un équilibre pour ne pas sacrifier nos libertés individuelles. C'est un débat complexe et passionnant qui mérite d'être approfondi et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain deep dive. Avec plaisir, c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci beaucoup pour votre expertise, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet crucial. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante et parfois inquiétante dans l'univers de la cybermenace. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les défis de la cybersécurité. N'oubliez pas, la vigilance est de mise. Informez-vous, protégez vos données et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos données. À bientôt. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde obscur de la cyberguerre. Un univers où les hommes sont invisibles Exactement. et les champs de bataille virtuels. Et magie. Des combats silencieux Oui. qui peuvent pourtant paralyser des nations entières.
On va décortiquer ensemble tes sources sur les cyberarmes et le rôle fascinant d'une entreprise nommée Shield Tech Innovators Inc. Accroche-toi. Ça promet d'être captivant. Ce qui est vraiment troublant avec ces cyberarmes, c'est leur côté insaisissable. Contrairement aux armes traditionnelles, elles n'ont pas de présence physique. Pourtant, leurs conséquences peuvent être aussi dévastatrices qu'une bombe. Ah oui? Des infrastructures critiques mises à genoux, C'est fou. des économies entières déstabilisées, Ouais. et tout ça orchestré par quelques lignes de code. C'est presque digne d'un film d'espionnage. Ça, c'est fait. Et si on comparait ça à la destruction mutuelle assurée de la guerre froide? Sauf qu'au lieu d'une course à l'armement nucléaire, on assiste à une course à la domination numérique. Absolument. C'est une idée qui fait froid dans le dos, non? Absolument. Et c'est là que Shield Tech Innovators Inc. entre en scène. Leur mission. Décrypter le monde opaque des cyberarmes. Ils décortiquent leur fonctionnement, D'accord. analysent leurs impacts et surtout cherchent des solutions pour s'en protéger. Un travail colossal. Tout à fait. On peut dire qu'ils sont les démineurs du cyberespace. Oui. J'ai lu, ils utilisent même des vidéos pour expliquer tout ça. Oui. Des cyberarmes disséquées, des simulations d'attaque. Exactement. Un peu comme une série policière scientifique, mais version numérique. Exactement. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils arrivent à rendre ces concepts complexes accessibles à tous, même sans être un expert en informatique. Et en parlant d'armes numériques marquantes, tu nous as soumis des infos sur Stuxnet. Oui, Honnêtement, les détails techniques me dépassent un peu. Pourrais-tu nous éclairer? avec plaisir. Stuxnet, c'est un peu le symbole de la révolution dans le domaine des cyberarmes. Un verre informatique d'une sophistication incroyable conçu pour attaquer des systèmes industriels bien précis. Des systèmes industriels, donc pas juste des ordinateurs personnels, Wow. mais des infrastructures comme des usines ou des centrales. Précisément. D'accord. Ce qui est terrifiant avec Stuxnet, c'est sa capacité à infliger des dommages physiques. Ah oui. Il a été conçu pour saboter des centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement de l'uranium en Iran. Attends un logiciel qui cause des dommages physiques. On dirait de la science-fiction. Ouais. Comment est-ce possible? Stuxnet est une prouesse technologique. D'accord. Il a manipulé la vitesse de rotation des centrifugeuses, Oui. provoquant des dysfonctionnements et des dommages importants. Incroyable. Et la manière dont il a opéré est tout aussi fascinante. Raconte-nous. Qu'est-ce qui rend Stuxnet si unique? Imagine. Font 5 ans, 1000 lignes de code. Oula, là. Contre 8000 en moyenne pour un virus classique, c'est énorme. Et il utilise des techniques de dissimulation ultra sophistiquées, comme des rootkits et des certificats Windows volés pour passer inaperçus. Waouh! Un véritable caméléon numérique. C'est comme un agent secret qui s'infiltre dans les systèmes. L'image est parfaite. Et pour se propager, Stuxnet a utilisé plusieurs méthodes. Des clés USB infectées, Ah oui? des failles de sécurité inconnues des développeurs. Une véritable machine de guerre numérique. Et il a atteint sa cible. Oui, il a infecté des ordinateurs de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran. D'accord. Les conséquences ont été considérables. On estime que Stuxnet a détruit près d'un 5e des centrifugeuses, retardant le programme nucléaire iranien de plusieurs mois. C'est incroyable. Mais comment un simple logiciel peut-il pénétrer une installation aussi sécurisée qu'une usine nucléaire? C'est là que la propagation par clé USB entre en jeu. D'accord. On pense que Stuxnet a été introduit via des fournisseurs ou des employés infectés. Un scénario digne d'un film d'espionnage. Mais une fois à l'intérieur, comment a-t-il pu saboter les centrifugeuses sans alerter personne? C'est là que Stuxnet devient diabolique. Oui. Il a enregistré le fonctionnement normal des centrifugeuses pendant 13 jours. Ensuite, il a pris le contrôle du système de surveillance et a diffusé en boucle cet enregistrement pendant qu'il modifiait la vitesse de rotation des centrifugeuses. Donc les opérateurs voyaient un fonctionnement normal, alors qu'en réalité, tout était en train de se détraquer. C'est terrifiant. Exactement. Stuxnet était conçu pour être furtif et efficace. D'accord. Il a même bloqué les commandes d'arrêt d'urgence, Oh là là. empêchant toute intervention. Fascinant. Effrayant à la fois. Mais qui se cache derrière cette arme numérique? L'hypothèse la plus répandue, c'est une collaboration entre les États-Unis et Israël. Incriés du programme nucléaire iranien, ils auraient cherché un moyen de le ralentir sans déclencher des guerres ouvertes. Une guerre clandestine menée dans le cyberspace. Donc. On peut le dire? Et Stuxnet a ouvert la boîte de Pandore. Il a révélé au monde entier le potentiel destructeur des cyberarmes Oui. et a inspiré d'autres nations. Stuxnet a réussi à perturber le programme nucléaire iranien. Oui. Est-ce que ça signifie que les cyberarmes sont devenues plus dangereuses que les armes traditionnelles? C'est une question complexe. Oui. Ce qui est certain, c'est que les cyberarmes ont le potentiel de causer des dégâts considérables, que ce soit sur le plan économique, social ou militaire.
Et comment se protéger contre ces menaces invisibles? On se sent un peu démuni face à tout ça. La sensibilisation est la clé. Oui, Il faut comprendre les risques liés aux cyberattaques et mettre en place des mesures de sécurité robustes. Antivirus performants, mise à jour régulière, mots de passe complexes. donc on est tous concernés, qu'on soit un gouvernement, une entreprise ou un simple particulier. Absolument. Oui. La cyberguerre ne se cantonne pas aux États. Non. Elle touche tout le monde. C'est assez inquiétant, mais heureusement, des entreprises comme ShieldTech veillent au grain. En effet, ils jouent un rôle crucial dans cette lutte. Oui. Ils décortiquent les cyberarmes, développent des solutions de sécurité et sensibilisent le public. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ne se contentent pas d'analyser. Non, Ils proposent des solutions concrètes pour se protéger. tout à fait. Ils créent des technologies de pointe pour détecter, neutraliser et prévenir les cyberattaques. D'accord. Ils proposent aussi des formations et des simulations pour préparer les organisations à ces menaces. On dirait presque des super-héros du monde numérique. L'image est amusante, mais elle illustre bien l'importance de leur travail. Ils sont en première ligne et leur expertise est indispensable pour garantir la sécurité de nos systèmes. Revenons à Stuxnet. Oui, Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Stuxnet a montré au monde entier la puissance des cyberarmes. Il a aussi mis en lumière les risques liés à leur prolifération et la nécessité d'une coopération internationale pour les contrôler. C'est un sujet crucial, mais malheureusement, le temps file. On arrive bientôt à la fin de cette première partie de notre plongée dans la cyberguerre. Avant de conclure, j'aimerais souligner un point important. Oui. Stuxnet était programmé pour s'autodétruire le 24 juin 2012. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi cette date limite? C'est un mystère. D'accord? Certains experts pensent que c'était pour limiter les dégâts collatéraux et empêcher une propagation incontrôlée. Intéressant. Oui. Mais on peut se demander ce qui se serait passé s'il n'avait pas été programmé pour s'autodétruire. Une question qui fait réfléchir. Oui. Imagine un Stuxnet capable de se répliquer indéfiniment, d'évoluer, de choisir de nouvelles cibles. Un véritable cauchemar. Une cyberarme incontrôlable capable de causer des dégâts inimaginables. C'est une perspective effrayante qui souligne l'importance de la recherche et de l'innovation en cybersécurité. Oui. Il faut pouvoir détecter, neutraliser et prévenir ces menaces avant qu'il ne soit trop tard. Un véritable appel à l'action. On doit tous prendre conscience des dangers de la cyberguerre et contribuer à un monde numérique plus sûr. Je suis entièrement d'accord. Oui. La cybersécurité est l'affaire de tous. Sur cette note d'espoir et de vigilance, on conclut la première partie de notre exploration. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Impatient d'en savoir plus. On va plonger encore plus profondément dans les rouages de Stuxnet et découvrir les solutions de ShieldTech pour contrer ces menaces. Reprenons notre exploration de Stuxnet après avoir disséqué son fonctionnement. Oui. Il est crucial de s'interroger sur les conséquences de son utilisation. Bien sûr, il a atteint son objectif en perturbant le programme nucléaire iranien. Oui. Mais il a aussi eu des effets secondaires inattendus. Oui, et j'avais lu quelque chose à ce sujet. On parle souvent des dommages collatéraux dans une guerre traditionnelle, mais qu'en est-il dans le cyberspace? Parlez-nous de ces conséquences imprévues. Eh bien, premièrement, Stuxnet ne s'est pas contenté de sa cible initiale. D'accord. Il s'est propagé bien au-delà de l'Iran, infectant des ordinateurs dans le monde entier. Attends, ce virus ultra sophistiqué, conçu pour une mission top secrète, s'est retrouvé sur des ordinateurs de monsieur et madame tout le monde. C'est un peu comme si un missile intelligent déviait de sa trajectoire et atterrissait dans un jardin. Exactement. Imagine la surprise des experts en cybersécurité lorsqu'ils ont découvert Stuxnet sur des machines qui n'avaient absolument rien à voir avec l'Iran ou le nucléaire. Ça a dû créer une sacrée panique. Un peu comme si on découvrait une bombe non explosée au milieu d'une place publique. Oui, on peut le dire, la propagation incontrôlée de Stuxnet a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité et la fiabilité des systèmes informatiques. Oui. Comment un outil aussi puissant a-t-il pu échapper à tout contrôle? Et comment expliquer cette propagation? Était-ce une erreur dans le code de Stuxnet? Un défaut de conception? Il semblerait que oui, selon certaines sources, la version de Stuxnet déployée par les Israéliens aurait contenu un bug qui a provoqué sa propagation massive. Un bug. Dans une cyberarme aussi sophistiquée, on parle d'une arme de destruction massive numérique, pas d'un simple jeu vidéo qui plante. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Cela montre que même les programmes les plus complexes peuvent comporter des failles et que les conséquences peuvent être imprévisibles. C'est comme si l'arme la plus perfectionnée au monde pouvait se retourner contre son créateur à cause d'un simple grain de sable dans l'engrenage. C'est une leçon importante. On a souvent tendance à croire que la technologie est infaillible, mais il faut se rappeler qu'elle est conçue par des humains et que l'erreur est humaine.
Tout à fait. Stuxnet nous rappelle que les cyberarmes, comme toutes les armes, peuvent avoir des conséquences imprévues et incontrôlables. C'est un rappel à l'humilité face à la puissance de nos créations. C'est une perspective assez inquiétante. On se croirait presque dans un film catastrophe où une intelligence artificielle devient incontrôlable et se retourne contre ses créateurs. La comparaison est pertinente avec les cyberarmes. On est dans un domaine où la réalité rejoint parfois la fiction. Et quelles ont été les autres conséquences de l'affaire Stuxnet? Au-delà de la panique et des questions techniques, quel a été l'impact sur le monde réel? Stuxnet a eu un impact majeur sur la géopolitique et les relations internationales. D'accord. Il a mis en lumière la réalité de la cyberguerre et a poussé de nombreux pays à investir massivement dans leurs capacités offensives et défensives. Oui. C'est un peu comme si le monde entier s'était réveillé face à une nouvelle forme de menace. Une menace invisible mais bien réelle. On est donc entré dans une nouvelle ère où les cyberattaques font partie intégrante de l'arsenal des États. On pourrait presque parler d'une nouvelle dimension dans l'art de la guerre. C'est exact. Et les révélations d'Edward Snowden en 2013 n'ont fait que confirmer cette tendance. On sait maintenant que les États-Unis ont une doctrine officielle pour les cyberattaques Ah oui? et que ces opérations nécessitent l'autorisation du président au même titre que l'utilisation d'armes nucléaires. C'est dit à quel point les cyberattaques sont prises au sérieux. On est passé d'un simple virus informatique à une arme stratégique de premier ordre. Absolument, Stuxnet a aussi eu un impact sur la perception du public. D'accord? Il a fait prendre conscience des risques liés à la dépendance croissante à l'informatique et a stimulé le débat sur la sécurité et la protection des données. Ouais. On peut dire que Stuxnet a servi d'électrochoc, réveillant les consciences sur les dangers du cyberespace. C'est une prise de conscience importante. On a souvent tendance à minimiser les risques liés aux cyberattaques, mais Stuxnet a montré qu'elles peuvent avoir des conséquences bien réelles et dévastatrices. C'est un peu comme si on réalisait soudainement que notre maison est construite sur du sable et qu'une simple vague numérique pourrait tout emporter. C'est pourquoi il est essentiel d'investir dans la cybersécurité et de développer une culture de la sécurité numérique. Il faut construire des digues solides pour se protéger de la tempête numérique qui se profile. Et justement, en parlant de cybersécurité, revenons à Shield Tech. Quel est leur rôle dans ce contexte? Comment s'intègre-t-il dans ce nouveau paysage de la cyberguerre? Shield Tech joue un rôle crucial dans la lutte contre les cybermenaces. Ils analysent en profondeur les cyberarmes, développent des solutions de sécurité et sensibilisent le public à ces dangers. On peut dire qu'ils sont en première ligne face à une menace en constante évolution. J'imagine qu'ils ont dû s'intéresser de près à Stuxnet. Qu'est-ce que leur analyse a révélé? Ont-ils découvert des secrets que les autres experts avaient manqués? L'analyse de Shield Tech a confirmé la sophistication de Stuxnet et a permis de mieux comprendre ses mécanismes d'attaque et de propagation. D'accord. Ils ont notamment étudié la manière dont Stuxnet a exploité les failles 0D et a réussi à s'infiltrer dans des systèmes ultra sécurisés. C'est comme s'ils avaient démonté une montre suisse pour en comprendre chaque rouage, chaque ressort, chaque subtilité. Et qu'est-ce qu'ils proposent comme solution pour se protéger contre ce genre d'attaque? Ont-ils trouvé un antidote à ce poison numérique? Shield Tech développe une gamme complète de technologies et de services pour contrer les cybermenaces, Y compris des systèmes de détection d'intrusion, des outils d'analyse de vulnérabilité et des plateformes de réponse aux incidents. Ils proposent également des formations et des simulations pour aider les organisations à se préparer aux cyberattaques. Oui. On peut dire qu'ils offrent un véritable arsenal de défense numérique pour protéger les individus et les organisations contre les pirates du cyberespace. C'est rassurant de savoir qu'il existe des entreprises comme Shield Tech qui travaillent activement à nous protéger. C'est un peu comme avoir une armée de garde du corps numérique veillant sur nos données et nos systèmes. Absolument. La cybersécurité est un domaine en constante évolution et il est essentiel de s'appuyer sur des experts comme Shield Tech pour faire face aux menaces de plus en plus sophistiquées. Et pour en revenir à Stuxnet, est-ce qu'on peut dire qu'il a marqué un tournant dans l'histoire de la cyberguerre? Est-ce un événement qui a changé à jamais la face du monde numérique? Sans aucun doute, Stuxnet a montré au monde entier le potentiel destructeur des cyberarmes et a ouvert la voie à une nouvelle ère de conflits numériques. C'est un peu comme si l'invention de la poudre à canon avait révolutionné l'art de la guerre. Stuxnet a fait entrer la guerre dans une nouvelle dimension, la dimension numérique. Et quelles sont les implications de cette nouvelle ère pour l'avenir? Quel est le futur de la cyberguerre? Doit-on s'attendre à des attaques encore plus sophistiquées? C'est une question complexe et il est difficile de prédire l'avenir avec certitude. Ce qui est certain, c'est que les cybermenaces vont continuer à évoluer et à se complexifier. Et que la cybersécurité va devenir un enjeu de plus en plus crucial pour les États, les entreprises et les individus.
On peut dire que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère de la cyberguerre permanente, où la vigilance et l'adaptation seront nos meilleurs atouts. C'est une perspective à la fois excitante et excitante, car la technologie offre de nouvelles opportunités, mais inquiétante, car elle crée aussi de nouveaux dangers. Tout à fait, la cybersécurité est un défi permanent et il est important de rester vigilant et de s'adapter en permanence aux nouvelles menaces. C'est un peu comme si on participait à une course sans ligne d'arrivée où il faut constamment courir pour ne pas se faire dépasser par les dangers du cyberespace. Et sur cette note de vigilance et d'adaptation, nous allons conclure cette deuxième partie de notre exploration du monde fascinant et complexe de la cyberguerre. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie où nous discuterons des leçons à tirer de Stuxnet et des stratégies à mettre en place pour se protéger contre les cyberattaques. On va parler concrètement de ce que chacun peut faire pour se protéger dans ce monde. Plongé au cœur de Stuxnet et de ses conséquences, prenons un peu de recul et réfléchissons aux leçons que nous pouvons en tirer. C'est un peu comme si on étudiait un fossile pour comprendre l'évolution d'une espèce ailleurs. Stuxnet nous en apprend beaucoup sur l'avenir de la cyberguerre. Absolument. Stuxnet a agi comme un électrochoc. Il a démontré que les cyberarmes n'étaient pas de simples gadgets virtuels, mais qu'elles pouvaient avoir un impact bien réel sur le monde physique, perturbant des infrastructures critiques et menaçant des vies humaines. Exactement. Stuxnet a brisé le mythe d'une frontière infranchissable entre le monde physique et le monde numérique. Il a révélé une réalité troublante. Le cyberespace n'est pas un monde parallèle. Il est intimement lié à notre quotidien et une attaque numérique peut avoir des conséquences bien concrètes dans le monde réel. Et quelles sont les leçons à tirer pour les États ? Comment les gouvernements peuvent-ils se protéger face à cette nouvelle forme de menace ? Stuxnet a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux cyberattaques. Imagine un simple virus informatique pourrait paralyser un réseau électrique, plonger une ville entière dans le noir, semer le chaos dans les hôpitaux. Les États doivent impérativement renforcer la sécurité de leurs systèmes informatiques, en particulier ceux qui contrôlent les centrales électriques, les réseaux de transport, les systèmes de communication et tous les services essentiels au bon fonctionnement de la société. On imagine que la protection de ces infrastructures est devenue une priorité absolue pour les gouvernements. C'est un peu comme si on construisait des bunkers numériques pour protéger les organes vitaux de la nation. Tout à fait, la cybersécurité est désormais un enjeu stratégique majeur pour tous les pays. On assiste à une véritable course à l'armement numérique avec des investissements colossaux dans la recherche. Et le développement de nouvelles technologies de défense, c'est un peu comme si on se préparait à une nouvelle guerre froide, mais cette fois, le champ de bataille est virtuel. Et qu'en est-il des entreprises ? Quelles leçons peuvent-elles tirer de Stuxnet ? Doivent-elles se sentir concernées par cette cyberguerre qui se joue entre les États ? Stuxnet a montré que les entreprises, même celles qui ne sont pas directement impliquées dans des secteurs sensibles, peuvent être victimes de cyberattaques. Imagine une simple attaque informatique pourrait paralyser les systèmes de production d'une entreprise, voler des données confidentielles, saboter des projets. Les conséquences peuvent être catastrophiques aussi bien sur le plan financier que sur la réputation de l'entreprise. Elles doivent donc prendre la cybersécurité au sérieux et mettre en place des mesures de protection adéquates. On parle de pare-feu, d'antivirus, de sauvegarde, des données, tous ces outils qu'on utilise au quotidien, mais sans forcément réaliser leur importance. Exactement, ces outils sont essentiels. C'est un peu comme les serrures et les alarmes pour protéger notre maison, mais la cybersécurité ne se limite pas à la technologie. Il est crucial de sensibiliser les employés aux risques liés aux cyberattaques. Un peu comme on apprend aux enfants à ne pas ouvrir la porte aux inconnus, il faut mettre en place des procédures de sécurité claires et efficaces, un peu comme un plan d'évacuation en cas d'incendie. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous, de la direction aux employés en passant par les stagiaires. Donc la cybersécurité est l'affaire de tous des gouvernements aux entreprises, en passant par les individus. On est tous concernés par cette cyberguerre qui se déroule sous nos yeux. Absolument. On est tous connectés, on dépend tous de l'informatique et on est tous potentiellement vulnérables, on est tous des citoyens du cyberespace et on doit tous contribuer à construire un monde numérique plus sûr. C'est un peu comme si on vivait tous dans le même immeuble et qu'il fallait coopérer pour assurer la sécurité de chacun. Et quel est le rôle de Shieldtech dans tout cela ? Comment contribue-t-il à renforcer la cybersécurité ? Sont-ils un peu comme les architectes de ce nouvel immeuble numérique ? Shieldtech joue un rôle essentiel en analysant les cybermenaces, en développant des solutions de sécurité et en sensibilisant le public aux dangers de la cyberguerre. On peut dire qu'ils sont en première ligne face à une menace en constante évolution. Ils sont un peu comme les gardiens de la vie numérique, analysant les dangers, concevant des défenses et formant les citoyens à se protéger. J'ai vu qu'ils proposent des formations et des simulations de cyberattaques. C'est un peu comme un entraînement pour apprendre à réagir face à une situation de crise. Exactement. La formation est un élément clé de la cybersécurité.
Il faut permettre aux individus et aux organisations de comprendre les risques, de se préparer aux attaques et de réagir efficacement en cas d'incident. C'est un peu comme apprendre les gestes de premier secours, ça peut sauver des vies ou du moins sauver des données. Et en parlant de réaction, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on est victime d'une cyberattaque? On se sent souvent démuni face à ces situations. La première chose à faire est de rester calme et de ne pas paniquer. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais la panique ne fait qu'empirer les choses. Il faut ensuite identifier la source de l'attaque, un peu comme un détective qui recherche des indices. Il faut contenir les dégâts, un peu comme un pompier qui éteint un incendie. Et enfin, il faut restaurer les systèmes affectés, un peu comme un médecin qui soigne un patient. Donc il faut agir vite et efficacement, mais sans céder à la panique. Exactement. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on se sent dépassé. Il existe des experts en cybersécurité, des organismes spécialisés, des hotlines, mais il ne faut pas rester seul face à une cyberattaque. C'est rassurant de savoir qu'il existe des ressources et des experts pour nous aider à gérer ces situations. On se sent moins vulnérable face à cette menace invisible. Tout à fait, la cybersécurité est un défi permanent, mais on peut le relever ensemble en coopérant, en partageant les connaissances et en s'adaptant en permanence aux nouvelles menaces. C'est un peu comme un jeu du chat et de la souris, mais avec des enjeux bien plus importants. Et pour conclure cette plongée dans le monde de la cyberguerre, quel message souhaitez-vous adresser à nos auditeurs? Une sorte de conseil pour naviguer en toute sécurité dans le cyberspace. La cyberguerre est une réalité, elle n'est pas un scénario de science-fiction et elle nous concerne tous, on est tous des cibles potentielles. Le message clé, c'est la vigilance. Il faut prendre conscience des risques, s'informer, se protéger et surtout ne jamais baisser la garde. Le cyberspace est un territoire immense, plein d'opportunités, mais aussi plein de dangers. C'est à nous de l'explorer avec prudence et intelligence. Un message clair et concis. Prudence et vigilance. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi. Ce fut un plaisir de partager ces réflexions avec toi. Et toi, cher auditeur, on espère que cette plongée dans le monde de la cyberguerre t'aura permis de mieux comprendre les enjeux de la sécurité numérique. N'oublie pas que la vigilance est notre meilleure arme face aux cybermenaces. Protège tes données, sois attentif aux dangers du cyberespace. Et surtout, continue à explorer ce monde fascinant. Avec curiosité et prudence, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive dans un autre univers tout aussi passionnant. À très vite. Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle deep dive et cette fois on plonge dans un sujet assez glaçant, la cyberguerre. On a déniché 2 sources super intéressantes pour décortiquer tout ça. D'abord une vidéo tuto assez claire faite par Michel Kartner qui vulgarise la Cyber Threat Intelligence, on va dire CTI pour faire court. Et ensuite on a un document de ShieldTech Innovators Inc., une boîte leader dans le domaine de la cybersécurité qui nous explique comment ils voient la prévention de ce genre de conflit numérique. La grande question qui va nous guider aujourd'hui, c'est comment on peut comprendre et se protéger de la menace grandissante de la cyberguerre, à la fois individuellement et à plus grande échelle. Excellente question. Et ces 2 sources nous donnent vraiment une base solide pour commencer. Michel Kartner, dans sa vidéo, il utilise un exemple hyper concret pour montrer l'importance de la CTI. Imagine une grosse boîte soudainement paralysée par un rançongiciel. La panique totale. Pour s'en sortir, il faut absolument remonter à la source de l'attaque. Et c'est là que la CTI entre en jeu. Donc la CTI, c'est un peu comme une enquête policière version numérique. On cherche des indices, on essaie de comprendre le mode opératoire du cybercriminel. C'est tout à fait ça. La CTI, c'est centraliser le plus d'infos possible sur les cybermenaces. On parle des techniques, utiliser des données compromises et surtout des indicateurs de compromission, les fameux IOC. Ce sont des signaux d'alarme comme une URL bizarre ou un utilisateur qui se connecte à une heure inhabituelle. On crée une sorte de base de données géante des cybercriminels et de leurs méthodes. Mais est-ce que ça pose pas des questions éthiques de collecter autant d'informations? C'est un débat super important, mais l'objectif, c'est de mieux comprendre les motivations, les tactiques et les outils des attaquants, pour pouvoir anticiper leurs prochaines actions et renforcer nos défenses. D'ailleurs, Michel Kartner, il souligne bien que la CTI, c'est pas juste réagir aux attaques. C'est un processus proactif et continu. Et concrètement, comment ça se passe? On traque les cybercriminels en temps réel. On les voit taper sur leur clavier dans une pièce sombre. Pas vraiment. Kartner, il détaille les 5 étapes clés de la CTI. D'abord, la définition des directions. On identifie les infos à protéger les impacts potentiels. Ensuite, on collecte des données qui viennent de partout. Les journaux des ordis, le trafic réseau et même des recherches manuelles sur le web. On parle de quantité astronomique de données. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? C'est là que la 3e étape est cruciale, le traitement. On utilise des outils automatisés comme les systèmes SIEM pour extraire les fameux IEC. Mais l'automatisation, ça fait pas tout. La 4e étape, c'est l'analyse. Et là, il faut une expertise humaine. L'analyse de sécurité, il examine les données traitées et il décide si c'est une vraie menace ou un faux positif.
Un peu comme un détective qui analyse des indices. Un travail passionnant, j'imagine, mais pas facile tous les jours. Et une fois que l'analyste il a compris ce qui se passe, il prévient tout le monde. Exactement. La dernière étape, c'est la diffusion. L'analyste, il partage ses conclusions avec les équipes concernées pour améliorer la sécurité globale. Et tout ça, ça se passe généralement dans des Security Operations Centers, ces fameux SOC. Ces centres de commandement dédiés à la cybersécurité, ils regroupent des analystes SOC, un métier en plein boom, et accessible même aux débutants. Si on veut devenir des chevaliers bien du web, on sait par où commencer. Mais parlons maintenant de ShieldTech Innovators Inc. et de leur approche pour prévenir la cyberguerre. Ils se présentent comme des champions de la prévention, rien que ça. Ouais, et leur approche, elle repose sur 3 piliers. La détection anticipée des menaces, la collaboration internationale et la résilience stratégique. En gros, frapper fort, avant que la cyberguerre, elle éclate. Concrètement, ça veut dire quoi? Ils ont une boule de cristal pour prédire les cyberattaques. Pas de boule de cristal, mais des systèmes ultra sophistiqués. Ils surveillent le dark web et d'autres repères de cybercriminels pour identifier les attaques potentielles avant qu'elles se produisent. Leur outil Shield Threat Recon, par exemple, il leur a permis de déjouer une campagne d'espionnage numérique qui ciblait une organisation internationale. Comme dans un film d'espionnage, on se rend compte de l'ampleur de leur action. Mais est-ce que ShieldTech se concentre uniquement sur la surveillance du dark web? Non, pas du tout. Ils s'attaquent aussi à la sécurisation des infrastructures critiques. Les réseaux d'énergie, les systèmes de santé, les transports, tout ce qui est vital pour un pays. En cas de cyberguerre, ces infrastructures, elles seraient les premières cibles. Et comment ils les protègent? Ils installent des boucliers numériques autour des centrales électriques. C'est l'idée. Ils collaborent avec les gestionnaires de ces infrastructures pour identifier les failles de sécurité, mettre en place des systèmes de surveillance en temps réel et former les équipes à réagir vite en cas d'attaque. Ils ont notamment sauvé la mise à une entreprise énergétique nationale en déjouant une attaque DDoS massive. Une attaque DDoS, c'est quoi au juste? Imagine un flot massif de requêtes qui submerge un serveur et le rend inaccessible. C'est une technique courante utilisée pour paralyser des sites web ou des services en ligne. Dans ce cas précis, l'attaque, elle aurait pu paralyser tout le réseau de distribution d'électricité du pays. On n'ose même pas imaginer. Heureusement que ShieldTech était là. Mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls, n'est-ce pas? La collaboration internationale, elle doit jouer un rôle clé. Tout à fait. ShieldTech, ils insistent beaucoup sur l'importance de la coopération entre les pays. Ils agissent comme des facilitateurs en connectant les gouvernements, les entreprises et les ONG. L'objectif: partager les infos sur les menaces, développer des accords internationaux pour limiter l'usage des cyberarmes et promouvoir des normes éthiques dans le cyberespace. Une sorte d'ONU du cyberespace. L'idée est séduisante et ça a déjà porté ses fruits. Absolument. Le document ici est un exemple où ShieldTech a joué un rôle majeur dans une initiative internationale pour contrer la désinformation en ligne pendant des élections nationales. Ils ont contribué à identifier les sources de fake news et à les neutraliser, protégeant ainsi l'intégrité du processus démocratique. C'est rassurant de savoir qu'il y a des acteurs qui luttent contre la manipulation de l'opinion publique. Mais est-ce que ShieldTech s'adresse uniquement au gouvernement et aux grosses organisations? Qu'en est-il de nous simples citoyens? On a aussi un rôle à jouer dans cette bataille pour la cybersécurité. Carrément. Et c'est là qu'intervient la sensibilisation, un autre cheval de bataille de ShieldTech. Ils proposent des formations pour les gouvernements, les entreprises, mais aussi pour le grand public. Ils organisent des simulations réalistes pour mettre les participants en situation de cyberguerre. L'objectif, c'est d'apprendre aux gens à identifier les cybermenaces, à se protéger contre les attaques et à adopter les bonnes pratiques en ligne. Des cours de self-défense numérique, j'avoue que ça m'intrigue. On a l'impression que ShieldTech a pensé à tout. Mais il y a encore un point que je comprends pas bien. Le lien entre la CTI et la prévention de la cyberguerre. On parle beaucoup de rançongiciel, de hackers, de vol de données. Mais où est la guerre dans tout ça? C'est une excellente question. Et c'est justement là que la vision de ShieldTech, elle prend tout son sens. Ils considèrent que la cyberguerre, c'est pas un truc futuriste. C'est une réalité qui se joue déjà sous nos yeux. Les attaques de rançongiciel, les vols de données, les campagnes de désinformation, tout ça, ça peut être considéré comme des actes de cyberguerre, menés par des États ou des groupes criminels soutenus par des États. Donc on est déjà en guerre, mais dans un espace virtuel, un peu comme dans Matrix. C'est une image un peu simpliste, mais elle illustre bien l'idée. Et ShieldTech les insiste sur le fait que ces cyberattaques, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques dans le monde réel. Imagine une attaque massive contre le réseau électrique d'un pays ou contre le système de contrôle aérien. On parlerait alors de milliers, voire de millions de vies en danger. Des scénarios dignes d'un film catastrophe. Et qu'est-ce que ShieldTech fait pour prévenir ce genre de scénario? Ils ont un plan pour nous sauver tous. Pas de plan miracle, mais une approche globale qui s'appuie sur la CTI. Pour identifier les menaces, comprendre les motivations des attaquants et anticiper leurs actions. Ils travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales.
pour renforcer les défenses, partager les infos et développer des stratégies communes. Une sorte d'alliance militaire, mais version cyberespace. Exactement. Shieldtech, ils sont convaincus que la coopération internationale, c'est la clé pour gagner la guerre contre la cybercriminalité. Ils organisent des simulations de cyberattaques, des formations pour les experts en sécurité, des campagnes de sensibilisation pour le grand public. Ils veulent créer une culture de la cybersécurité à tous les niveaux de la société. On comprend mieux leur approche globale. Mais parlons maintenant de l'arme secrète de Shieldtech, l'intelligence artificielle. On sait qu'ils investissent beaucoup dans ce domaine. Mais concrètement, comment l'IA, elle peut nous aider à éviter un conflit majeur dans le cyberspace? Ah, l'IA, un sujet fascinant et complexe. D'un côté, l'IA, elle offre des possibilités extraordinaires pour renforcer nos défenses. Elle peut analyser des masses de données en temps réel, identifier des anomalies, détecter des comportements suspects et même prédire les actions des cybercriminels. Des super-héros numériques qui veillent sur nos données. On dirait un film de science-fiction. C'est une image qui a du vrai, mais il ne faut pas oublier le côté obscur de l'IA. Imagine des cyberarmes autonomes capables de prendre des décisions sans intervention humaine, de lancer des attaques massives, de paralyser des infrastructures critiques. On entre alors dans un scénario digne d'un film dystopique. Un scénario effrayant. Comment on fait pour éviter que l'IA, elle se retourne contre nous? C'est le grand défi de notre époque. Il est crucial de développer l'IA de manière responsable et éthique, en fixant des limites claires, en garantissant la transparence, et en intégrant des garde-fous pour éviter les dérives. On touche là à des questions philosophiques profondes sur la nature de l'intelligence, la place de l'homme, dans un monde de plus en plus technologique, les limites de la puissance. Absolument. La révolution de l'IA, elle nous oblige à repenser nos valeurs, nos priorités, notre vision du futur. Et la cybersécurité, c'est un terrain d'expérimentation crucial pour ces réflexions. On a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on sent que l'enjeu est colossal. La bataille pour la cybersécurité, c'est une bataille pour l'avenir de l'humanité. On a beaucoup appris dans cette première partie, mais on n'a fait qu'effleurer la surface de ce sujet fascinant. Dans la prochaine partie, on va plonger encore plus profondément dans la CTI, on va explorer les outils et les techniques utilisés par les experts, et on va découvrir comment ils traquent les cybercriminels dans les méandres du web. J'ai hâte de vous en dire plus. Et en attendant, je vous invite à réfléchir à cette question. Comment, en tant qu'individu, on peut contribuer à un avenir numérique plus sûr et plus pacifique? C'est une excellente question. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. À la prochaine. Bon, on reprend notre exploration de la Cyber Threat Intelligence Michel Kartner dans son tuto. Il nous emmène dans les coulisses d'une plateforme de CTI en ligne qui s'appelle Niran. Il nous montre comment les analystes SOC y traquent les cybercriminels en direct. Ah, la partie pratique. On va voir ces experts en action déjouer des cyberattaques en temps réel. Exactement. Kartner, il nous montre l'interface de Niran et c'est une vraie mine d'infos. On y voit une carte du monde qui affiche les pays les plus actifs en matière de CTI, un classement des techniques d'attaque les plus populaires et même une matrice qui répertorie les tactiques techniques et procédures des cybercriminels. C'est un peu comme une encyclopédie du crime en ligne, mais interactive. Fascinant. Mais concrètement, à quoi ça sert pour un analyste SOC? Niran, ça permet de comprendre les modes opératoires des attaquants, de repérer les tendances et surtout de détecter les menaces potentielles avant qu'elles se concrétisent. Kartner, il illustre ça avec un exemple hyper parlant. Imagine un analyste SOC, il reçoit une alerte. Un ordinateur de l'entreprise, il a tenté de se connecter à une adresse IP suspecte. Il utilise alors Niran pour faire des recherches sur cette adresse IP. Et il découvre qu'elle est associée à un groupe de hackers connu pour ses attaques de rançongiciel. Grâce à Niran, il a pu démasquer les cybercriminels avant qu'ils ne frappent. C'est un outil précieux pour la CTI. Absolument. Et c'est pas tout. Niran, ça permet aussi de faire des recherches sur des noms de fichiers suspects, des clés de registre modifiées, des ports ouverts sur un serveur, une multitude d'indicateurs qui peuvent trahir la présence d'une menace. Un véritable arsenal pour les cyberenquêteurs. Mais avec une telle quantité d'infos à traiter, les analystes SOC, ils sont pas dépassés. C'est là que les systèmes SIEM, ils entrent en jeu. Ils collectent et analysent les données en temps réel. Et ils alertent les analystes en cas de comportement suspect. L'automatisation, c'est essentiel pour gérer cette masse d'informations. On a donc des robots qui surveillent le trafic Internet pour nous. On se rapproche de plus en plus de la science-fiction. Mais est-ce que ça veut dire que l'expertise humaine, elle est plus nécessaire? Pas du tout. L'automatisation ne remplace pas l'expertise humaine. Les analystes SOC, ils restent indispensables pour interpréter les données, prendre des décisions et coordonner les actions de défense. C'est eux qui donnent du sens aux infos fournies par les systèmes SIEM et qui décident des actions à entreprendre. Ce qui me frappe, c'est la complexité de ce travail. On a l'impression d'être dans un film de guerre où les analystes SOC, ce sont les stratèges qui analysent les infos du champ de bataille pour prendre les meilleures décisions.
C'est une comparaison intéressante. La cybersécurité, c'est une bataille permanente qui se joue sur plusieurs fronts. Et pour gagner, il faut des outils performants, des experts chevronnés et une collaboration sans faille entre les différents acteurs. Tout ça nous éclaire sur la CTI et ses outils. Mais j'avoue que j'ai encore du mal à saisir le lien avec la prévention de la cyberguerre. On parle de rançongiciel, de hackers, de vol de données. Mais où est la guerre dans tout ça ? Ah, c'est une excellente question. Et c'est justement là que le document de Shield Tech Innovators Inc., il entre en jeu. Eux, ils relient la CTI aux enjeux géopolitiques. Et ils considèrent la cyberguerre comme une réalité actuelle, pas un événement futuriste. Vous voulez dire que les attaques de rançongiciel, les vols de données, les campagnes de désinformation, tout ça, c'est une forme de cyberguerre. Exactement. Pour Shield Tech, ces actes ils sont souvent menés par des États ou des groupes criminels soutenus par des États. Ils insistent sur le fait que ces cyberattaques elles peuvent avoir des conséquences dramatiques dans le monde réel. Imagine une attaque massive contre le réseau électrique d'un pays ou contre le système de contrôle aérien. Ça pourrait mettre en danger des millions de vies. On comprend mieux l'ampleur du problème. Mais que fait concrètement Shield Tech pour prévenir ce type de scénario catastrophe ? Il s'appuie sur la CTI pour identifier les menaces, comprendre les motivations des attaquants et anticiper leurs actions. Mais ils vont plus loin. Ils bossent en étroite collaboration avec les gouvernements, les entreprises, les organisations internationales, pour renforcer les défenses, partager les infos et développer des stratégies communes. Ils créent une sorte d'alliance militaire, mais version cyberspace. C'est une bonne image. Shield Tech, ils sont convaincus que la coopération internationale, c'est la clé pour gagner la guerre contre la cybercriminalité. Ils organisent des simulations de cyberattaques, des formations pour les experts en sécurité, des campagnes de sensibilisation pour le grand public. Ils veulent créer une culture de la cybersécurité à tous les niveaux de la société. C'est une vision ambitieuse. Et en parlant d'ambition, qu'en est-il de l'intelligence artificielle ? Comment Shield Tech ils utilisent l'IA pour prévenir la cyberguerre ? L'IA, c'est un outil à double tranchant. D'un côté, elle offre des possibilités incroyables pour renforcer nos défenses. L'IA, elle peut analyser des masses de données en temps réel, identifier des anomalies, détecter des comportements suspects et même prédire les actions des cybercriminels. On pourrait dire que l'IA, elle devient notre super-héros numérique. C'est une façon de voir les choses, mais faut pas oublier le côté obscur de l'IA. Imagine des cyberarmes autonomes capables de prendre des décisions sans intervention humaine, de lancer des attaques massives, de paralyser des infrastructures critiques. On entre alors dans un scénario digne d'un film dystopique. Un scénario effrayant. Comment éviter que l'IA, elle se retourne contre nous ? Elle est grande question. Il est crucial de développer l'IA de manière responsable et éthique, en fixant des limites claires, en garantissant la transparence, et en intégrant des garde-fous pour éviter les dérives. On touche là à des questions philosophiques fondamentales. La cybersécurité elle nous oblige à repenser notre rapport à la technologie, à l'intelligence et à la puissance. Absolument. La révolution de l'IA, elle nous pousse à redéfinir nos valeurs, nos priorités, notre vision du futur. Et la cybersécurité, c'est un terrain d'expérimentation essentiel pour ces réflexions. C'est passionnant, mais aussi un peu vertigineux. On a beaucoup appris dans cette deuxième partie. Mais on sent que le sujet, il est loin d'être épuisé. Dans la prochaine et dernière partie, on explorera les solutions concrètes pour un avenir numérique plus serein. On parlera de sensibilisation, de formation, de collaboration internationale et du rôle crucial de chaque individu dans cette grande aventure numérique. J'ai hâte de partager ces réflexions avec vous. En attendant, je vous invite à réfléchir à cette question. Quel monde numérique on veut pour les générations futures ? Une question essentielle. On se retrouve très bientôt pour la suite et fin de notre exploration. À la prochaine. On est de retour pour la dernière partie de notre plongée dans le monde de la cyberguerre et de la CTI. On a vu comment les experts y traquent les cybercriminels, comment l'OSINT et l'IA, c'est des armes à double tranchant, et comment la coopération internationale, c'est essentiel pour éviter un conflit majeur dans le cyberespace. On a aussi découvert l'importance de la sensibilisation et de la formation pour créer une vraie culture de la cybersécurité. Mais une question reste en suspens. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant que citoyen pour contribuer à un Internet plus sûr ? C'est là que le document de Shield Tech Innovators Inc. il devient super intéressant. Eux, ils insistent beaucoup sur l'importance de responsabiliser chaque individu en matière de cybersécurité. Ils proposent des ressources éducatives accessibles à tous pour comprendre les dangers de la cyberguerre et les bonnes pratiques adoptées au quotidien. Des conseils pratiques pour se protéger des cyberattaques. J'avoue que je suis preneur. Par où on commence ? Le premier conseil, c'est de se méfier des emails louches. Le phishing, c'est une technique hyper répandue qui vise à voler des infos perso ou à installer des logiciels malveillants. Ne cliquez jamais sur un lien ou une pièce jointe dans un email douteux. Vérifiez toujours l'adresse de l'expéditeur. Et en cas de doute, contactez directement l'organisation concernée. D'accord, donc
Prudence et vigilance avec nos emails. Y a-t-il d'autres pièges à éviter? Eh ok oui. Un autre conseil hyper important. Utilisez des mots de passe costauds et uniques pour chaque compte en ligne. Un mot de passe vraiment solide, il doit faire au moins 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Et surtout, n'utilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes. C'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser le même mot de passe partout pour faire simple. Mais je comprends maintenant les risques que ça représente. Si un pirate il arrive à choper un de mes mots de passe, il pourrait accéder à tous mes comptes. Exactement. C'est pour ça que c'est crucial